Une semaine dans le monde, l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Avec nous cette semaine, Patricia Alémonière de TF1, Régis Le Sommier de Paris Match, Ziad Limam d'Afrique Magazine et Isis Ascoberetta pour Cartooning for Peace. On évoquait à l'instant le Trump Care, la réforme de la santé version Trump. Et là, on imagine aussi que les dessinateurs s'en sont donnés à cœur joie parce qu'en plus, c'est aussi la fin du projet tant voulu par Barack Obama. Oui, alors il y a un premier dessin des Danziger, dessinateur américain, un dessin publié dans The Rutland Herald. Donc là, on est dans la clinique du docteur Trump. Vous voyez, il est en train de ausculter oncle Sam. Et voilà, il s'exclame « Bon sang, infirmière Ivanka, cet homme a déjà un problème de santé préexistante et est toujours en vie. » Donc voilà, on parlait tout à l'heure justement de ces problèmes de santé préexistantes. Cet autre dessin de Daryl Cagle, dessinateur américain, dessin publié dans Cagle Cartoon. Et donc on voit ces républicains que vous avez reconnus qui est assis sur le Capitole, qui est devenu à l'occasion en toilette. Mais en voyant son expression sur les visages, voilà, même s'il s'exclame « Enfin, j'ai réussi à abroger l'Obamacare », on dirait qu'il n'est pas vraiment très très convaincu de ce qui vient de se passer. Et cet autre dessin des Morin, dessinateur américain, dessin publié dans Miami Herald. Et donc, vous voyez là Paul Ryan, qui est le président de la Chambre des représentants, un républicain, qui vient vers Uncle Sam avec une énorme pilule à le faire avaler le Trump Care. Vous avez reconnu aussi un républicain. Et voilà, il lui dit « Allez, ouvrez grand la bouche ». Et un autre dessin de Joel Pett, dessinateur américain, un dessin publié dans Lexington Herald. Vous voyez Oncle Sam sur son fauteuil roulant auquel il manque une roue. Voilà, pauvre, malade et vieux. Et devant lui, c'est républicain qui a pris la rue pour lui expliquer, voilà, ta santé n'est pas vraiment mon problème. Ça illustre assez bien la situation. On votait hier en Algérie. Au final, pas de surprise puisque les partis au pouvoir, le FLN et son allié du RND, totalisent au final 261 sièges, soit la majorité absolue sur les 462 postes de députés à l'Assemblée. La seule inconnue du scrutin, finalement, c'était le taux de participation. Eh bien, il est en baisse par rapport à 2012, 38% cette fois-ci. Indifférence ou lassitude, Ziad Limam. On s'attendait à ce que ce soit quand même le grand enjeu de ce scrutin. Effectivement, il n'y a pas de surprise non plus finalement sur la participation. Indifférence, enfin je dirais que en tout cas c'est le statu quo. Ouais. C'est-à-dire le message que transmet l'Algérie au reste du monde, c'est rien ne bouge, rien ne change. Pour le moment, on reste sur les périmètres qu'on connaît, avec une élection dont on savait qu'il y aurait peu de participation et dont l'enjeu a quand même été une certaine bataille sur les réseaux sociaux, des appels au boycott, avec un Premier ministre qui demande aux gens d'aller voter. Enfin, on sent bien quand même qu'il y a une limite, j'allais dire, à la non-participation des citoyens. Bon, après, on est dans un contexte. L'Algérie se sent fragilisée sur le plan économique, pétrolier, bon, tout le monde sait ça, et puis par l'espèce de climat général du monde arabe, avec la crise syrienne, avec le voisin tunisien qui est fragile, avec ce qui se passe à son sud, avec les tensions avec le Maroc. Donc on a une espèce de statu quo, de fermons le cercle, de maintenons les équilibres tels qu'ils sont aujourd'hui. Et on verra plus tard. Et c'est ce plus tard quand même qui est porteur de toutes les interrogations, parce qu'il y a forcément un plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va sortir comme rénovation de ce système? C'est très, très... Le plus tard, illustré d'ailleurs par les images d'Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État qu'on voit très rarement et pour cause devant les caméras de télévision en train de voter, des images qui ne vont pas clore les spéculations sur son état de santé puisque vous allez le voir, à 80 ans, il apparaît très affaibli au point de ne pas être capable lui-même de mettre son propre bulletin dans l'urne. Il fait appel, vous le voyez, à un des enfants autour de lui. Régis Le Sommier, ça résume finalement assez bien ce que va être le défi des prochaines années d'ici à 2019. Oui. Trouver la relève pour le FLN. À la fois le problème de la relève et puis également le problème du statu quo, parce que tant que Bouteflika est là, on a l'impression que la société algérienne, s'est complètement figée autour de lui d'une certaine façon. La résignation des Algériens est due au fait que le Parlement est un Parlement croupion, on le sait bien. La plupart des réformes ou des initiatives viennent de la présidence, donc d'une certaine façon, il n'y a pas de possibilité. Donc dans ces élections, il n'y avait pas vraiment d'espoir. Je rajouterais qu'il y a quand même eu dans ces élections aussi une forme de recul. Les partis islamiques n'ont pas réussi à se... Donc c'est quand même notoire que l'Algérie ne va pas aussi, elle regarde le monde qui est autour d'elle et ces tentations, cette
qui ont pu se matérialiser beaucoup plus fortement au Maroc, par exemple, sont quand même maintenus parce qu'il y a le souvenir de cette guerre civile épouvantable et de ces 200 000 morts. Patricia Lémonière, Benjamin Stora sur cette antenne disait l'islamisation du pays, elle a lieu, elle se fait simplement en dehors des partis islamistes. Alors, effectivement, il y a une islamisation, mais qui est ancienne. Si vous voulez. Simplement, le président Bouteflika avait, lui, incarné le retour à la paix. Et une espèce de chape de plomb... Et la réconciliation. Une espèce de chape de plomb qui s'était posée sur cette société, mais où l'islamisation a continué, a repris. Parce que pourquoi a-t-elle repris au niveau de la société civile? Tout simplement parce que le contrat social qui était passé un peu entre Bouteflika et la société au début, je vous apporte la paix et aussi de l'argent, et aussi de quoi vous nourrir, eh bien ce contrat social n'existe plus en ce moment. Ils sont revenus sur des subventions. Subventions sur le gasoil, subventions sur l'électricité, parfois sur le pain. Donc, si vous voulez, c'est un terreau qui est facile à travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier retient son souffle. Parce que c'est Bouteflika, le président, qui incarne cette espèce de statu quo, mais ce statu quo qui est porteur de paix, ou en tout cas de non-déséquilibre pour la région. Donc, le peuple algérien aussi retient son souffle. Il y a bien de temps en temps, et très régulièrement, des dizaines et des dizaines d'émeutes, de jacqueries. On en a plusieurs centaines par an dont on ne parle pas parce qu'on rachète la paix sociale chaque fois avec un peu d'argent. Mais je pense que ce moment, on est arrivé au bout du système et le jour où le président Bouteflika ne sera plus là, tout peut exploser ou alors les militaires referont ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire négocier un nouveau président. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal l'a dit lui-même, il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est rare d'entendre le pouvoir algérien l'avouer de cette manière-là. C'est vrai, ça veut dire que vraiment c'est critique aujourd'hui la situation. Moi, je pense que c'est un pays extrêmement résilient à tout point de vue. Pendant la guerre, pendant les difficultés économiques, il y a quelque chose de fort dans ce pays qui fait qu'ils résistent. Alors c'est vrai que leur situation économique se déglingue. Bon, ils ont encore un peu de recettes, de devises. Ils ont un petit matelas sur lequel ils pompent régulièrement pour assurer ce que tu disais sur une espèce de répartition sociale. Mais ça peut pas durer. Enfin, ils peuvent pas pomper éternellement. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose, y compris sur le plan économique, dans une société qui a du mal à se libéraliser, qui a du mal à se privatiser. Mais quand même, il y a des nouveaux patrons, il y a des grandes entreprises, il se passe des choses. Et il y a un problème générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette génération-là, ils sont tous d'accord pour le statu quo. Parce que eux, ils ont 70 ans, c'est la dernière génération, enfin, c'est la génération de l'indépendance, c'est ceux qui ont pris le pouvoir, c'est le FLN historique, mais finalement, ils sont poussés derrière par des gens qui ont 50 ans, 40 ans, qui sont la génération d'après, qui sont nés après la lutte pour l'indépendance et qui portent, par exemple, quelqu'un comme Ahmed Ouyaya, qui est du RND. Oui. C'est exactement cette deuxième génération. Et puis, il y en a même une troisième. Oui, mais qui est la béquille aujourd'hui, qui est quand même la béquille aujourd'hui du pouvoir, enfin du FLN. C'est la béquille. Vous savez, moi, je me méfie des analyses un peu trop, j'allais dire, rationnelles vues de chez nous et de Paris. Moi, je ne pense pas que les relations entre les uns et les autres en Algérie soient aussi simples et aussi claires. Je pense qu'il y a des tas de luttes d'influence. Il y a le palais, mais autour du palais, il y a des tas de gens qui ont leur propre, patrimoine politique et qui... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, mais je serai très brève, c'est que cette génération des moins de 30 ans ou des moins de 20 ans n'a pas connu la fameuse sale guerre. Oui, ça fait même... Et donc, la deuxième génération l'a connue. Mais celle-ci ne l'a pas connue. Elle n'est pas traumatisée par cette guerre. Elle n'est pas traumatisée par cette violence abominable qui a régné en Algérie. Et donc, cette nouvelle génération-là peut créer la surprise. Et elle peut avoir envie de déborder. Moi, je pense que je ferai un parallèle un petit peu audacieux, mais je dirais que quand on a connu, avec le Liban, par exemple, le Liban est un pays qui a connu cette guerre, qui a toujours dans ses rapports politiques, qui peuvent être conflictuels, qui peuvent être cataclysmiques à un moment, l'idée que à la fin de la journée, on va quand même se mettre autour d'une table pour pas revenir à ça. Et je pense que dans la question algérienne, même s'il y a énormément de tensions, d'enjeux, de rivalité, il y a aussi l'idée, les années 90... Il y a un instinct de survie un peu d'une certaine façon, on sait ce qu'on peut perdre dans les deux cas. On a vu aussi ce qu'ont donné les printemps arabes. C'est à nos portes. La Tunisie est très fragile. Le Maroc s'en tire un peu mieux, mais les tensions avec Donc, autour de l'Algérie, il y a énormément de tensions. Et puis, la Libye est un exemple, et l'exemple d'où il ne faut pas aller. Enfin, clairement, je pense que la situation autour dit aux Algériens que malgré les tensions, malgré tous les conflits internes qui peuvent exister, y compris les problèmes générationnels, il y a quand même une idée qu'il faut préserver une sorte d'essentiel. Il y a une force ossature militaire, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a l'armée. Un système de sécurité qui a fait preuve de son efficacité quand il le souhaite et qui tient le pays.
Zeliam, quel est l'enjeu d'ailleurs de la stabilité Essentiel. régionale de l'Algérie? Mais c'est le cœur de tout. C'est-à-dire, encore une fois, c'est notre frontière sud, nous, en tant qu'Européens. Donc, on a besoin d'un Maghreb stabilisé, en paix, qui contrôle lui-même sa frontière sud, parce que toute cette vague de migrants qui remonte, imaginez une Algérie déstabilisée, eh ben, ils passeront pas par le Maroc, ils passeront pas par la Libye, ils passeront peut-être directement par l'Algérie. Donc tout ça, c'est très important. Et puis, encore une fois, c'est un grand pays. Il faut essayer de le voir en dehors de notre géographiquement, propre prisme. Oui, c'est un grand pays. On a besoin que l'expérience algérienne progresse, avance, qu'il se crée quelque chose en termes de participation du peuple, qu'il se crée quelque chose sur le plan économique. Moi, je continue à penser que cette pression des gens plus jeunes, elle va apparaître. Oui, à un parce moment. que c'est quand même un pays. Quand vous parlez de l'armée, par exemple, on parle d'une technostructure de généraux. Si vous prenez la liste, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui ont quitté, il y en a beaucoup qui ont été repoussés. Et donc, on a une génération d'officiers généraux, comme on disait à l'époque, qui ont entre 30 et 50 ans, qui sont là derrière. Est-ce que ces gens vont fonctionner de la même manière que leurs aînés? Personne n'en sait rien. La moitié de la population a moins de 30 ans quand même. Oui, Donc, les temps. Bah oui, mais on a du mal à comprendre. Depuis longtemps, la moins de 30 ans, c'est la même chose au Maroc, c'est la même chose en Tunisie, c'est la même chose partout. Oui, sauf que ça finit à craquer en Tunisie. Ça finit par craquer. Au Maroc, les partis islamistes est au pouvoir. Il y a une expérience démocratique et politique en Tunisie. Il y a suivi une dictature. Il y a une expérience politique au Maroc qui est aussi tout à fait intéressante à suivre. Moi, je pense que c'est une zone, en tous les cas, ces trois pays du Maghreb central qui sont très particuliers par rapport à la Libye, par rapport à la Mauritanie, par rapport au reste du monde arabe. C'est des entités différentes culturellement. Ils sont en train de chercher quelque chose. Et alors, il y en a qui ont pris de l'avance, il y en a qui disent oui, mais c'est trop dangereux. Il y en a qui ont l'eau jusque-là, mais il se passe quelque chose. Cette stabilité algérienne, elle vous inspire quoi? Comment vous comprenez? C'est vraiment le poids du FLN et de l'armée qui arrive à tenir. Moi, je crois que si je dis cette stabilité, elle est due à plusieurs choses. Le traumatisme provoqué par la sale guerre, donc président Bouteflika qui assure la paix. Elle est due aussi à la volonté des États régionaux et extra-régionaux de surtout pas déstabiliser l'Algérie, de ne surtout pas rentrer en conflit, de ne surtout pas régler leurs problèmes sur le dos de l'Algérie, parce que alors là, ça serait l'effondrement de tout. C'est le verrou sur l'Afrique sahélienne. Vous l'avez au Mali notamment. Je crois aussi que pour la France, c'est évidemment, de par les relations historiques compliquées, complexes, mais au-delà de ça, d'un point de vue militaire, c'est un élément de stabilité dans un océan de l'Afrique de l'Ouest qui est de moins en moins stable. L'intervention au Mali l'a prouvé. Enfin, on a besoin comme l'armée mauritanienne, par exemple, ou l'armée algérienne, d'éléments ou les Tchadiens, sur lesquels on peut compter face à la poussée islamiste qui s'est matérialisée pendant les 10 dernières années. Et Dieu sait si on aimerait que cette coopération avec les Algériens soit meilleure. Parce que ce qui se passe au Mali nous embête beaucoup. L'Algérie embête beaucoup, gêne beaucoup certains règlements aussi. Est-ce qu'on compte effectivement sur l'Algérie au quotidien? Si vous voulez, la relation avec l'Algérie est très subtile et très sensible. Parce que les Algériens veulent rester le pilier du règlement de ce qui se passe dans leur région. Ils ne veulent pas qu'on interfère avec leurs affaires. Donc, si vous voulez, il y a des zones de friction. Ce qui se passe au sud, ce qui se passe aujourd'hui avec Yad Ghali et avec les Français, avec le terrorisme, la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne, l'Algérie joue son rôle. Je pense qu'on aimerait avoir des relations peut-être plus transparente. On a vu quand même avec le complexe gazier d'In Amenas la capacité de Mokhtar Ben Mokhtar, par exemple, ou d'individus comme ça à frapper en Algérie. Donc il y a aussi des menaces communes. Il y a des comportements de puissance et c'est clair que les Algériens, ils se considèrent, à raison, d'être la puissance régionale. Bon, il faudrait poser la même question aux Marocains, voir ce qu'ils en pensent, mais disons qu'ils se considèrent comme la puissance régionale. Mais pour exercer la puissance, il faut une situation économique relativement saine, ou en tout cas suffisamment de surplus pour armer, dépenser, etc., avoir une politique diplomatique active. Et il faut une situation de stabilité sociale qui permette, d'extraire le problème de la puissance du problème quotidien. Là, on a dit au début de la discussion que malgré tout, tous les paramètres vont vers quelque chose qui va changer parce que le pétrole, il est durablement, pour le moment, en tous les cas, pour les 5 ans ou les 4 ans ou les 3 ans à venir, il va être entre 50 et 60 $. C'est-à-dire on est bien loin de ce que les Algériens estiment comme étant leur prix, qui est aux alentours de 100 ou 110 $. Que les générations changent, que le pouvoir vieillit, que tout ça, ça bouge. Alors comment être une puissance dans un contexte qui est aussi mouvant et aussi fragilisant ?
Vous parliez des jeunes Algériens qui ont peut-être leur mot à dire aussi. Donc voilà, je pense que c'est des pays qu'il faut pas sous-estimer leur force et il faut aussi regarder leur évolution un peu comme le lait sur le feu. Et la transition politique à la disparition du président actuel va être fondamentale. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont réussir cette transition ou pas, quoi? C'est la Ils vraie y pensent question. forcément. Hein. Ah ben, elle est même préparée, je pense, et tout le monde s'agite en coulisses. Isis. Oui. L'Algérie et ses élections législatives qui ont beaucoup intéressé vu de l'extérieur, mais qui n'ont pas beaucoup déplacé les électeurs. Voilà, alors j'ai des dessins des dessinateurs algériens et un premier dessin des Slim qui est il a fait ces dessins exprès pour nous et qui attire notre attention sur quelque chose qui s'est passé pendant la campagne des législatives. Alors vous avez mentionné tout à l'heure sur l'islamisation du pays et on sait que dans certaines parties du pays, il y a eu les affiches où il y avait des candidates, elles n'étaient pas représentées par leur photo comme pour les hommes, mais voilà, soit par un voile, soit par un avatar qui n'avait pas la forme vraiment d'une femme. Donc vous voyez ces couples qui regardent un peu dubitatif cette femme à un burqa mais avec un beau rouge à lèvres. Cet autre dessin des Dilem, dessinateur algérien, dessin publié dans les journaux Liberté. Alors les Algériens ont voté et voilà, on voit cet Algérien qui a son bulletin de vote et qui est un peu dubitatif devant cette urne qui est plutôt proche d'une poubelle. Et cet autre dessin de Loïc, dessinateur algérien, dessin publié par El Watan. Donc vous avez avant le 4 mai, donc voilà les hommes politiques qui cherchent des électeurs. Il y a quelqu'un, parce qu'on parlait justement des taux d'abstention, et après les 4 mai, voilà, ce sont les électeurs, les Algériens qui se disent, voilà, il y a quelqu'un de l'autre côté. Et ces dessins des Délimbres, un dessin publié dans les Canards enchaînés. Donc, on parlait des Bouteflika qui avaient été un peu absents de cette campagne électorale. Donc, voilà, une réponse pour les prochaines élections. Il me faudrait sans doute des hologrammes. On passe au dernier sujet. En pleine tension avec Bruxelles sur le Brexit, la première ministre britannique Theresa May passait hier son premier grand test électoral avant les élections législatives anticipées du mois prochain. Et au final, plusieurs centaines de sièges supplémentaires pour son parti conservateur au pouvoir qui sort renforcé selon les premiers résultats publiés dans la journée. Le Labour recule, tout comme UKIP en pleine déroute. Si l'on en croit ces résultats, Theresa May devrait donc avoir les coups des franches pour négocier avec ses partenaires européens. Et elle en a bien besoin parce que ça s'annonce sportif, notamment sur la facture de sortie pour Londres. En témoigne l'échange cette semaine entre la chef du gouvernement britannique et le négociateur du Brexit pour l'Europe, Michel Barnier. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'une taxe de sortie. L'Union et le Royaume-Uni se sont engagés mutuellement à financer des programmes et des projets. Nous avons décidé ces programmes ensemble. Nous en bénéficions ensemble. Nous les finançons ensemble. Nous devons donc solder les comptes, ni plus ni moins. La position britannique dans les négociations sur l'Europe a été déformée par la presse du continent. La Commission européenne a durci sa position. Des hommes politiques et des officiels européens ont menacé le Royaume-Uni. Tous ces actes visent délibérément à influencer le résultat des élections législatives qui auront lieu le 8 juin prochain. Alors, des chiffres circulent sur la facture, qui font frémir d'ailleurs les Britanniques, de 60 à 100 milliards d'euros pour quitter l'Europe. Patricia Lémonière, est-ce qu'on est toujours dans cette partie de poker avec un peu de bluff des deux côtés, ou est-ce que là, il y a vraiment le début des hostilités avec le risque que ça empire dans les prochains mois ? Je crois que, comme il y a ces élections qui vont se produire début juin en Royaume-Uni, effectivement, la Première ministre britannique, Theresa May, joue là-dessus. Elle joue sur la peur, elle joue sur le fait qu'elle est la dame de fer, qu'elle va défendre l'intérêt de son pays. Et donc, elle a un discours très, très violent vis-à-vis de l'Union européenne. Je crois qu'elle veut sa majorité. Effectivement, les partis, enfin le Guardian, qui est un journal qui est plus proche de l'opposition travailliste, tout de suite dit, elle joue sur la politique intérieure pour gagner les élections. Mais elle a besoin de cette grosse majorité aux élections pour refaire le cabinet qui va négocier. Parce que ce n'est pas les mêmes hommes qui sont aujourd'hui avec elle pour négocier qui vont se retrouver demain à Bruxelles pour négocier. Ça sera sûrement des profils très différents. Vous voulez dire plus conciliant ? Pas plus conciliant, mais en tout cas beaucoup moins dur, beaucoup moins idéologique. C'est-à-dire, ça sera une approche, je pense, elle est très pragmatique, ça sera une approche beaucoup plus pragmatique. Et ils ont en face d'eux quelqu'un comme M. Barnier,
hein. Et lui, l'ancien commissaire européen, est un homme pragmatique qui connaît parfaitement les rouages de l'Union européenne, qui connaît parfaitement ses textes et qui veut aller pas à pas, mais qui ne veut pas céder. Donc, il donne le cahier de route, la feuille de route, et à partir de là, aux Britanniques de voir comment les conversations peuvent s'engager. Mais elles vont s'engager très vite, mais avec une nouvelle équipe côté britannique. Et il faut vraiment attendre, je crois, le résultat des élections et donc la victoire probable de Theresa May pour voir vraiment ce qu'il en sera de ces négociations. Ziad, l'imam, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort d'agiter devant les Britanniques ces chiffres, ou de les laisser fuiter en tout cas avant les élections? Ils sont fuités On n'agite pas, on n'agite rien. Enfin, moi, je suis pas à Bruxelles. Je suis pas à Bruxelles et je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est très clair qu'il y a eu peut-être un petit hubris britannique qui considérait à penser qu'on allait diviser assez rapidement les Européens sur tout ça, que de toute façon, ces types-là s'entendent jamais entre eux. Surprise, d'ailleurs. On va les diviser, on va en prendre un bout ici, etc. Et on va aussi mélanger les négociations sur demain avec les négociations sur aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le chef du conseil d'administration, excusez-moi, Angela Merkel, a dit, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de conseil d'administration français, le temps que ça se règle, le chef du conseil d'administration a dit, c'est pas possible. Vous rêvez, et ça ne se passera pas comme ça. Il y a des factures, réglons les factures, ensuite on parlera de la suite. Et je pense que pour les Anglais, c'est extrêmement anxiogène, parce que c'est la réalité du Brexit. On ne parlera de demain que quand vous serez sortis. Et ça, je pense que pour un peuple, pour un pays, pour une structure, c'est très compliqué. Mais quand vous regardez l'énormité, la complexité, par exemple, j'ai découvert que les deux fameuses agences qui sont à Londres, le médicament et la régulation financière, bon, c'est des centaines de gens. Ces gens vont revenir en Europe. Il faut financer leur déménagement. Les Européens disent, c'est pas nous qui allons financer ce déménagement, c'est vous qui allez financer ce déménagement. Et on est là sur un exemple. Et il y en a des milliers. Et les programmes dont parle Barnier, les droits des ressortissants de chaque côté, les écoles, le programme Erasmus, il y a des centaines de cas qui vont poser d'énormes problèmes. Et donc, forcément, c'est tendu. C'est tendu, ça se passera pas très bien. On parle d'argent, ça va être difficile. Divorce, même à l'amiable, un divorce, c'est toujours un divorce. On est en train de réaliser, d'abord que les Européens se sont unis, ce qu'on ne pensait pas forcément côté britannique. L'Allemagne, qui avait été plutôt plus souple d'ailleurs dans les premiers temps que la France, dans le dialogue là, est en train de durcir. Et puis, comme vient de le dire Ziad Limam, on aimerait quand même y voir un peu plus clair côté britannique, savoir quelle sera la relation ultérieure. Or, pour l'instant, on n'a rien à vendre à l'électorat, c'est l'inconnu. Non, c'est clair, mais il y a quand même deux choses qui sont, je dirais, c'est un partout dans un sens, puisque on avait promis aux Anglais le déferlement, la crise absolue, que c'était leur économie allait s'effondrer, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais il n'y a toujours pas de Brexit, hein. Le Brexit, on n'y est pas, mais la perspective du Brexit devait entraîner une catastrophe Armageddon, et c'était Laurence Parisot et d'autres qui annonçaient, comme d'habitude, voilà, un truc terrible. Bon, ça s'est pas produit, et les Anglais, eux, ricanaient en disant, vous avez vu, ça y est, on a notre Brexit, maintenant vous allez vous désunir, comme de toute façon vous n'arrivez à régler rien du tout, et l'Europe, que représente l'Europe, quelle est finalement son identité, les gens n'en veulent pas, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a un front un peu plus uni et que l'Europe peut-être va être amenée à se penser, à se regarder un petit peu, et que ça a peut-être déjà commencé. Voilà, donc c'est pour ça que je dirais un partout. Mais ce dont on se rend compte quand même, c'est que l'idée européenne, elle est très continentale. Nous, on est dans ça. L'Europe continentale, on a vécu avec ça. Les conflits, c'était sur le sol, les réconciliations. Quand on voit, par exemple, les électeurs en France, je ne parlerai pas des élections, mais des électeurs qui sont pour des mesures un peu radicales, finalement, ils veulent préserver l'Europe quand même. Donc on a ça en nous. Les Anglais, l'Europe, ça a toujours été un deal. Ça a toujours été une opportunité. C'était quelque chose qui ne correspondait pas forcément à leur nature historique, mais c'était pratique. Donc maintenant que ça se défait, on voit bien qu'en Europe continentale, il y a une volonté de protéger l'outil. De préserver l'acquis. De préserver l'acquis, de faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens, parce qu'on est tous maintenant... on est tous liés. C'est-à-dire que même si on améliore, on modernise, on change, etc., on est liés. On ne peut plus être déliés. Il faudra quand même expliquer à certains électeurs du continent quelle est la réalité de l'Europe, autre qu'une espèce d'administration très loin, qu'ils considèrent comme oppressante, et dans laquelle ils n'ont finalement, il n'y a rien de véritablement charnel, et il n'y a rien d'affectif vis-à-vis de l'Europe. Donc il y a toute une Europe à construire qui soit autre qu'une Europe technocratique et administrative. Jusqu'à présent, les Britanniques avaient une Europe déjà à la carte, puisqu'ils n'étaient pas dans l'espace Schengen. Donc